Nous sommes heureux de vous retrouver pour votre nouveau numéro de Regard d'ailleurs. Le Regard d'ailleurs est une émission qui traite de l'actualité politique, culturelle, sociale et sportive en Mauritanie. Cette année, nous sommes dans une année électorale. Nous recevrons au fur et à mesure les acteurs politiques, les représentants des différents partis politiques. Ce soir, nous sommes avec Nada Ahmed Oulienge. Bonsoir Nada. Bonsoir. Nous recevrons ce soir un nouvel invité, Monsieur Bokar Oumar Ba, qui est secrétaire de l'AJD-MR, chargé de la diaspora. Alors l'AJD-MR, c'est l'Alliance pour la justice et la démocratie, le mouvement pour le renouveau qui a été créé en août 2007 par des militants des droits de l'homme et le journaliste Ibrahim Assar. Ibrahim Assar qui a été candidat à l'élection présidentielle de 2009, de 2014 et 2017. Selon une dépêche du journal Al-Akhbar, Ibrahim Assar ne sera pas candidat à l'élection 2019. Nous allons prendre le soin de demander à notre invité, M. Ba, de nous confirmer cette information. Est-elle vraie ou fausse? Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Ravi d'être avec vous. Tout ravi. Pouvez-vous nous confirmer que M. Sarr ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2019? Je ne peux rien vous confirmer pour l'instant pour une raison simple, c'est que nous avons engagé assez récemment d'ailleurs, via une commission qui a été mise en place pour réfléchir à la façon d'aborder cette élection. Nous sommes en train d'envisager une option qui est une option plutôt qui aille vers l'unité de la mouvance qui a comme préoccupation essentielle la question nationale. Donc nous recherchons évidemment une alliance large, mais pour l'instant nous ne sommes pas encore sur la question des candidatures. D'accord, donc si je comprends bien, c'est une infox. Non, nous reviendrons sur la question de l'alliance qui sera posée tout à l'heure par Nada. La première question que je voudrais vous poser, c'est avant tout, l'idéal ce serait de connaître votre parti, d'où vous venez, où vous allez, ce que vous êtes. Quelle est l'idéologie politique de la JDMR? Quelle est votre ligne de conduite? Quel est votre slogan en fait aujourd'hui? Alors nous sommes un parti qui a été créé, comme vous l'avez dit, en août 2007, mais qui a une histoire assez longue, plus longue que cela, parce que nous sommes issus de la mouvance dite, de façon un peu caricaturale, dite négro-africaine, mais qui a comme question centrale la question nationale, c'est-à-dire celle de l'unité nationale, celle de la cohabitation, donc qui pose cela comme question centrale en Mauritanie. Pour ça, nous avons connu avant l'AJDMR plusieurs autres vies, plusieurs autres structurations, dont l'AMN, l'Alliance pour une Mauritanie nouvelle, qui a donné naissance à l'AJD, canal historique, et aujourd'hui à l'AJDMR, qui est donc une sorte de conglomérat entre différents mouvements et structures qui avaient soutenu la candidature d'Ibrahim Mokhtar Sarr en 2007, d'ailleurs, non 2017. Par conséquent, aujourd'hui, si nous avions un discours qui est le discours qu'on nous connaît le plus, c'est celui de dire que finalement, la question essentielle en Mauritanie, c'est celle de la cohabitation. C'est celle de construire une Mauritanie égalitaire entre les différentes ethnies. Parce que nous pensons qu'il y a une fracture entre les ethnies. Que la façon dont la nation mauritanienne a été construite réveille une erreur de départ. Cette erreur, c'est d'avoir favorisé une partie de la communauté nationale. D'accord, mais quel est votre but principal aujourd'hui? Le but principal, c'est d'arriver à refaire un nouveau pacte républicain. Un nouveau pacte national entre les différentes ethnies pour s'entendre sur le fait que finalement, en Mauritanie, on doit pouvoir être dans un pays où, par exemple, je donne des exemples concrets, on doit pouvoir avoir, pas un partage du pouvoir, mais en tout cas une représentativité plus égalitaire entre les différentes communautés nationales, de façon à changer la carte postale officielle de la Mauritanie. Quand on regarde aujourd'hui la Mauritanie à travers les gens qui sont nommés par exemple comme ministres ou à travers même l'armée nationale, on retrouve une seule communauté. D'accord, on a plusieurs questions, on reviendra là-dessus. Petite rectificative, il s'agit de 2007 et non 2017, je me suis trompé. Je pose la... Nada, vous avez parfaitement fait une transition pour ma question. Nous avons appris récemment que vous êtes favorable, vous, au sein de votre parti, vous êtes favorable à une alliance électorale négro-mauritanienne, donc entre différents partis, donc AJDMR, MPR, FPC, PLEJ. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire? Je m'explique. Votre parti milite pour rassembler tous les Mauritaniens, donc envie d'un renforcement international. En même temps, vous organisez une sorte de communautarisme politique. Alors, déjà, il faut rectifier parce que, en tout cas, le communiqué ne dit pas regroupement entre mouvements négro-africains. Ce n'est dit nulle part. On a simplement dit qu'on souhaitait aborder cette élection en l'envisageant dans un cadre plus unitaire avec les gens de l'opposition.
On parle de l'opposition, on n'a pas dit parti négro-africain. Mais ça, on n'a pas besoin de dire une sorte d'alliance. Parti négro-mauritanien. C'est lesquels on n'a pas cité. Ce sont des faits. Hein. Non, le communiqué ne cite aucun parti. D'accord. Si vous partez d'une source, il faut la livrer. La source, c'est un communiqué du parti. Et le communiqué du parti, il ne dit absolument pas, il ne cite pas de nom. Il dit simplement, nous envisageons une alliance avec l'opposition. Donc il n'est pas question d'un parti quelconque, ni négro-africain, ni autre. Je ne sais pas quelles sont vos sources. Vous êtes sûr? Ah ben, je suis membre du bureau politique. J'ai fait la réunion du bureau politique samedi dernier, même si c'est à distance. Donc je suis tout à fait informé de ce que je vous dis là. Il n'y a pas du tout... Alors, on a bien des vous sources. envisagez donc organiser une alliance avec tous les partis? Avec tous les partis d'opposition. Les communautés. Mais bien sûr, les partis d'opposition. En fait, d'ailleurs, si vous nous suivez, si vous suivez le discours de la JDMR, vous remarquerez que d'ailleurs, la plupart du temps, ce que nous ont reproché certains militants négro-africains, c'est de dire justement que nous tenons le discours contraire de ce que vous avez dit, que nous refusons l'unité parce que ce serait une unité basée sur la race, sur l'épiderme. C'est ce que nous reproche le plus souvent, précisément parce que nous pensons que si effectivement il y a un problème noir en Mauritanie, nous ne pensons pas qu'il faille le régler simplement entre noirs. Nous pensons qu'il faut le régler avec aussi nos parents de la communauté arabe. Cela n'enlève rien au fait que moi je suis absolument convaincu que quand on est attaqué en tant que noir, c'est d'abord en tant que noir qu'il faut répondre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de lutte par procuration. S'il faut régler la question noire en Mauritanie, je suis absolument convaincu qu'il faut d'abord que les Noirs se mettent en mouvement pour essayer de la régler. Aider en cela avec tous les citoyens de la cette alliance électorale. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet un peu plus tard. La question que je voudrais vous poser, c'est l'amélioration des conditions de vie des Mauritaniens. Or, aujourd'hui, on débat, on parle de questions politiciennes, de questions qui sont autour de l'état de droit, des questions régaliennes. Mais aujourd'hui, la préoccupation principale des Mauritaniens, c'est les questions économiques, les questions relatives à la santé, à l'amélioration des conditions de vie. La JDMR, aujourd'hui, à travers son président Ibrahim Assar, si demain vous êtes élu, ou demain vous êtes dans une coalition des partis d'opposition, avec à sa tête, on le suppose, monsieur Ibrahim Assar, quelles sont les propositions concrètes que vous allez faire dans l'immédiat pour changer les conditions de vie des Mauritaniens, améliorer le quotidien? D'abord, je pense que je ne suis pas d'accord quand vous dites que la principale préoccupation des Mauritaniens, c'est des questions économiques. C'est votre avis, je l'entends. Mais oui, mais c'est mon avis, parce que c'est mon analyse. Parce que je pars du principe que la grande question, c'est déjà de reconstruire le pacte national. Pour moi, d'abord. Il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont toujours été exclus de la nationalité mauritanienne symboliquement. Mais je reviendrai sur l'économie, je ne fuis pas. Vous pensez vraiment que ceux qui ont des fins à boucler les fins de mois, ceux qui ont des problèmes de santé, s'occupent aujourd'hui de la reconstruction du pacte national? Non, je ne dis pas que leur souci n'est pas un souci prioritaire. Ce que je dis, c'est que la préoccupation d'un homme politique qui réfléchit au devenir d'un pays, c'est d'abord celle-là. C'est que le pays lui-même existe d'abord. Nos téléspectateurs ont besoin de propositions concrètes. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple en matière de santé, en matière de pouvoir d'achat? Je viendrai là-dessus. Nous avons, si vous avez regardé nos propositions, par exemple, en 2009, nous faisions des propositions très concrètes en matière de santé. C'est par exemple la prise en charge par l'État. Après, vous me demanderez comment financer ça et je vous répondrai, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est prendre en charge déjà de façon tout à fait gratuite, par exemple, la prise en charge sanitaire des enfants de 0 à 10 ans. Mais ça, c'était en 2009, monsieur. Mais je vous dis... Je parle de 2019, le futur, monsieur. Oui, mais toujours, on peut reconduire une proposition quand on n'a pas eu l'occasion de la mettre en application. Et vous pensez que cette proposition, elle est réaliste? Elle est absolument réaliste, elle est faisable. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'argent en Mauritanie. On ne va pas polémiquer sur ce sujet. D'accord. On ne va pas polémiquer sur ce sujet. Nada va poser la prochaine question. Mais n'oubliez pas quand même que les inégalités économiques et sociales conditionnent une bonne cohésion sociale entre différentes communautés. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes en train de vous contenter, donc il ne faut pas dire que ce n'est pas la première préoccupation du peuple mauritanien. Je dis qu'il n'est pas sûr que c'est la première préoccupation. C'est une vue de l'esprit, ça, de dire que c'est la première préoccupation. Pour n'importe quel homme politique qui parle, il parlerait à partir de l'angle idéologique à partir de lequel il présente le pays. Moi, je pars du problème, je serais en contradiction si je vous disais justement l'inverse de ce que je vous ai dit. Puisque dès le départ, je vous ai dit que mon parti fait une analyse de base qui est celle de dire que dans ce pays, le grand mal, c'est la construction nationale. Je ne peux pas revenir vous dire que la priorité, c'est autre chose. Là, je serai en contradiction avec moi-même. Ce qui n'enlève pas que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a des injustices sociales en Mauritanie qui sont criantes qu'il faut solutionner. Et on ne le solutionnera pas, je suis d'accord avec le discours que je tiens là, on le solutionnera avec une approche concrète de l'économie, avec une approche concrète du partage des richesses,
Mais ça revient aussi à recroiser les thématiques que nous avons. Je reviens un peu sur les élections de votre parti en 2007. Vous avez obtenu que 7,6%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop prétentieux pour gagner les élections qui arrivent? Je n'ai toujours pas dit que nous les gagnerons. C'est le but de tout parti politique. Vous pouvez, bien sûr. Donc vous êtes un parti minoritaire quand même en Mauritanie. Donc c'est pas de la prétention, c'est de la vocation. C'est-à-dire que si nous sommes un parti politique, la vocation d'un parti, c'est d'aller aux élections, c'est d'être gestionnaire du pays. Donc forcément, nous avons cette ambition-là. Après, ça ne dit rien sur les moyens que nous avons à y arriver. Ça, c'est autre chose. Et en 2007, c'est pas la JDMR qui était candidate, c'était Ibrahim Mokhtar Sall qui était candidat, soutenu par des partis dont certains se sont regroupés pour faire naître la JDMR par la suite. Aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas vous dire que nous avons bonne mine après les élections législatives municipales qui sont passées. Je ne peux pas vous faire l'hypocrisie de dire que nous sommes un parti aujourd'hui regaillardi, qui a de la force. Non, nous traversons des difficultés, c'est certain. Mais le but de tout parti, c'est de reconquérir le pouvoir, ou de conquérir le pouvoir pour notre cas actuellement. Donc forcément, quand nous y allons, nous n'y allons pas déjà battus. Ça, on va passer à la question suivante, si vous voulez bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la déclaration de la JDMR concernant la marche qui a été organisée par l'UPR le 8 janvier 2019, 8 janvier de cette année en fait, qui regroupait le président de la République, Mohamed Abdelaziz, d'autres membres. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais bon, je vais poser ma question. Vous aussi, voilà, il y avait Mohamed Abdelaziz, il y avait d'autres membres de l'opposition qui participaient à cette marche. Et dans votre déclaration, vous dites en gros qu'il y a un racisme d'État qui est clairement visible. Et puis vous invoquez le génocide de 89, si on peut qualifier ça ainsi. Et vous proposez l'abrogation de la loi d'amnistie de 93. Aujourd'hui, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous allez abroger cette loi? Comment allez-vous faire pour qu'il y ait une réconciliation? Est-ce que les auteurs de ces crimes seront traduits devant une juridiction nationale ou internationale? Étant donné que récemment, on a vu une photo de Moawiya Sid Ahmed Taher, l'ancien président de la République, qui a fait le buzz, qui a fait un carton sur les réseaux sociaux, où on le voit vieilli, fatigué. Est-ce que cet homme, qualifié par certains de génocidaire ou de criminel, par certains, voilà, est-ce qu'aujourd'hui cet homme-là serait traduit devant la justice? Que proposez-vous réellement par rapport à tout ça? Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, celle de la marche. Vous me demandez ce qui me fait rire, c'est parce que vous-même, vous avez souri, parce que vous savez que ce n'est pas sincère. C'est pas... D'abord, caricaturalement, quand on est au pouvoir, on ne fait pas une marche pour lutter contre quelque chose. Quand on est au pouvoir, on a les leviers, on agit. La marche, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'agir, qui n'ont pas les moyens de changer les choses. Ça, c'est donc. Deuxièmement, vous me demandez ce que nous... Oui, la loi d'amnistie, évidemment, que dès arriver au pouvoir, nous la changerons pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui que nous sommes dans l'opposition, nous avons déjà tenté de la changer. Quand nous n'avions pas de parlementaires, nous avons fait une marche contre la loi d'amnistie, mais pour le changement, donc pour l'abrogation de la loi, tout simplement. Et quand nous avions encore 4 députés à l'Assemblée nationale, nous avons essayé de faire une proposition de loi pour abroger cela. Évidemment, cette proposition de loi a été bloquée par les instances dirigeantes de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vous dire notre volonté de changer les choses. Si demain nous avions le pouvoir, évidemment que cette amnistie-là serait abrogée, cette loi d'amnistie serait abrogée. Et évidemment que nous organiserions une sorte de conférence nationale dans laquelle nous amènerions d'abord les gens qui sont impliqués dans les événements de 89, 90, et notamment ceux qui sont impliqués dans ce que j'appelle, moi, le génocide de 1989-90, à venir répondre de leurs actes, soit devant une juridiction ou, selon un consensus national, devant une commission dans laquelle on imaginerait quelque chose de l'ordre de la vérité contre réconciliation, avec évidemment l'accord préalable des victimes ou des ayants droit de victimes. Et vous pensez que la réconciliation est possible, étant donné que vous êtes catalogué comme parti négro-mauritanien, dans lequel on retrouve, alors je dis bien, vous êtes catalogué, ce n'est pas moi qui le fais, bien sûr. Ce sont les gens qui vous cataloguent ainsi, dans lequel il y a beaucoup de noirs. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui donnerait un Haratin ou un Mour Blanc, par exemple, d'intégrer votre parti? Je vais vous demander de le demander au vice-président de mon parti, qui est un Mour Blanc. D'accord. C'est déjà le cas, vous voyez. C'est un Mour Blanc, d'accord. Oui. Et il partage toutes vos idées. J'espère pour lui. Et vous pensez faire pour lui, parce que vous imaginez combien il serait malheureux s'il était depuis... Ça fait maintenant... Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans notre parti. Vous imaginez s'il n'était pas d'accord? Tout est possible en politique. Il n'y a rien à attendre parce que nous n'avons rien à donner. Vous voyez? Il s'ennuierait à mort, quoi. Vous voyez? Nous n'allons pas quand même interpréter les arrière-pensées des gens. Donc, non, ce n'est pas une arrière-pensée.
L'arrière-pensée, madame, excusez-moi, c'est ce que vous venez de dire. Parce que lui a déjà déclaré qu'il appartient à un parti. Ce qui suppose qu'il est d'accord au moins avec la déclaration politique générale. Donc si vous dites arrière-pensée, c'est un problème. On ne remet pas en cause sa sincérité. Voilà. Nous, on vous a posé la question, qu'est-ce qui donnerait aujourd'hui à d'autres personnes d'adhérer à la JDMR? Ce serait s'ils sont d'accord avec ce que nous disons. Avec votre projet politique. Absolument. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur les mesures que vous proposez en termes de parité en politique. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale mauritanienne, on a 18 femmes sur 157 députés. Donc, qu'est-ce que vous proposez en termes de parité politique concrètement? Est-ce que vos mesures seront plutôt des incitations paritaires ou des contraintes paritaires? Moi, je pense que dans un pays comme la Mauritanie, je ne suis pas tellement pour le fait toujours de passer par la loi pour forcer des changements sociétaux. Mais j'estime que dans un pays comme la Mauritanie, où les gens sont tellement, la société est tellement assez lourdeur qu'il faut passer par la loi. Il faut passer par la loi. Évidemment que même dans les pays comme la France où on passe par la loi pour imposer la parité, celle-ci n'est pas toujours respectée. Donc il faut aussi accompagner cela forcément d'une pédagogie à tous les niveaux. Mais c'est aux dirigeants de montrer le bon exemple. C'est aussi au président futur qui sera élu, s'il est de notre parti, à imposer par exemple un gouvernement paritaire, de façon à insuffler déjà cet état d'esprit-là. Mais moi je pense qu'effectivement en Mauritanie, il faut absolument à un moment donné passer par la loi pour imposer que les femmes aient la place qu'ils leur donnent. Vous mettrez donc en place une politique mixte à la fois incitative et contraignante en termes de parité. Absolument. D'ailleurs, vous aurez remarqué que nous sommes le seul parti qui a été beaucoup insulté parce qu'il a envoyé une femme à l'Assemblée nationale. Pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle serait femme d'eux. Donc nous savions que cette polémique allait naître. Voilà, Mme Saoudat Ouane, dont je rappelle d'ailleurs que tout le monde oublie qu'elle était à l'AJD Canal Historique avant Ibrahim Mokhtar Sarr, mais dès lors, et elle était présidente du mouvement des femmes. Elle a toujours été une militante du parti, mais dès lors qu'en tant que présidente du mouvement des femmes, elle a été désignée pour être candidate à l'élection législative, à la tête de la liste des femmes, ça a fait le tollé parce que simplement, il se trouve que c'est aussi la femme d'Ibrahim Mokhtar Sarr. Et personne, par contre, n'a dit que le mari de Saoudat Ouane, lui, a été privilégié parce que c'est la femme de... Donc, si on comprend bien, concrètement, vous passerez par la voie législative pour imposer une parité, c'est-à-dire que ce soit dans le gouvernement, dans les institutions ou dans le monde du travail. Absolument. Une parité égale comme on la connaît par exemple dans les pays occidentaux comme la France. Après, la forme restera à définir, mais en tout cas, le principe de mettre en place une législation pour permettre le plus de femmes dans les instances dirigeantes et dans les instances effectivement législatives, ce sera... Et vous pensez que la société est aujourd'hui prête à accepter ce changement dans un pays où on est beaucoup influencé par la religion musulmane? Je ne remets pas en cause celle-ci, mais nous sommes tous musulmans. Mais vous pensez que les Mauritaniens sont prêts aujourd'hui à accepter ce changement? Moi, je pense que nous sommes dans un pays qui a ses archaïsmes, ça ne faut pas le contester. Mais nous sommes aussi dans un pays, rappelons-le, où quand même, par rapport à d'autres pays, où les femmes sont beaucoup plus autonomes. Ça, il faut le savoir, ne serait-ce que par exemple dans la société maure, où on a plus, par exemple, de réflexes religieux traditionnalistes, la femme maure, la femme mauresque là en l'occurrence, est beaucoup plus libre qu'on peut retrouver en Afrique de l'Est. Et je pense que nous sommes dans un pays où aujourd'hui les femmes font la démonstration, ne serait-ce qu'à travers par exemple des initiatives économiques, où elles font la démonstration qu'elles sont présentes. Donc c'est déjà le cas. Moi je pense que ce ne sera pas très compliqué de faire cela. Évidemment il restera toujours des endroits du pays où il y aura un véritable travail de conscientisation à faire. Peut-être il s'agit de la domination apprise. C'est une hypothèse aussi qu'on pourrait évoquer. De la domination apprise, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les femmes acceptent ce système tribal inconsciemment, parce que c'est l'éducation, c'est leur socialisation. Donc ah oui, bien sûr. C'est bien. C'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans le cadre de ce système tribal-là, la femme mauritanienne, notamment mauresque, est quand même beaucoup plus libre, par exemple sur les questions matrimoniales, le choix de leur mari, le fait de pouvoir divorcer plus facilement, si elles en ont envie. Ça, on sait que c'est un trait sociologique chez les Maures qui est beaucoup plus saillant que qu'on peut le retrouver par exemple ailleurs en Afrique. Donc c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour moderniser le pays de ce côté-là. On va passer à la question suivante. C'est une question d'actualité. Récemment, un accord a été signé entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite concernant la lutte contre le terrorisme. Quelle est la position officielle de la JDMR concernant cette alliance, étant donné que la Mauritanie aujourd'hui est un allié, on va dire, indéfectible, inconditionnel de l'Arabie Saoudite. On s'est rendu compte que lors de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, on n'a eu aucune déclaration officielle du président de la République, ni du ministère des Affaires étrangères, d'aucun organe officiel.
Quelle est votre position aujourd'hui? Faut-il maintenir cet accord? Faut-il le changer? Moi, je pense que sur la question de l'alliance elle-même, nous n'avons pas à avoir de position ni pour ni contre. Je pense que toute alliance allant si vous êtes un parti engagé, vous devez avoir une position. Nous pouvons avoir une position sur la gestion de la question du terrorisme. Mais sur le fait que le gouvernement contracte une alliance avec un autre pays... Donc ça, non, mais je ne vous dis pas que je n'en pense rien. Je pense que ça fait partie de la souveraineté d'un État de contracter des alliances pour mieux gérer une question. La question des terrorisme est une question prégnante un peu partout au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Qu'aujourd'hui, le gouvernement mauritanien décide de passer une alliance avec l'Arabie Saoudite dans ce cadre-là. Si c'est sincère, pourquoi? Après, on sait aussi que l'Arabie Saoudite n'est pas forcément très neutre non plus sur la question du terrorisme dans le monde. Est-ce que c'est le bon allié? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Mais sur ces questions-là, ce sont des questions tellement délicates parce que ce sont des questions qui touchent à la sécurité. Je pense qu'il ne faut pas trop les politiser. C'est mon point de vue personnel. Je pense qu'il ne faut pas trop les politiser. Ah non, il ne s'agit pas de politiser la question. Et comme vous le dites si bien, c'est une question de souveraineté. Oui. Ça ne vous dérange pas que l'État mauritanien, qui est aussi souverain, soit sous la coupe d'un autre État? Ah oui, c'est de ce point de vue que je vous parle. Ah oui, puisqu'aujourd'hui la Mauritanie suit d'un point de vue au niveau de la politique étrangère, suit l'Arabie Saoudite. Oui, ça c'est notre question. Ne serait-ce que la guerre au Yémen. Oui, ça c'est notre question. Ça c'est la question. Après, elle manque autant aussi de souveraineté vis-à-vis de la France que vis-à-vis d'autres puissances. Maintenant, moi, l'Arabie Saoudite en particulier, ce qui est certain, c'est que l'Arabie Saoudite mène une guerre qui est très injuste au Yémen, qui conduit quasiment là aussi en génocide. On le voit, les images catastrophiques. Le mot génocide est fort quand même. Hein. Peut-être. On dira d'un point de vue juridique, on dira peut-être des crimes de guerre. Encore faudrait-il les prouver. On reviendrait peut-être sur la question de la définition juridique du mot génocide, si vous voulez. Par exemple, je vous ai vu que vous aviez tiqué quand j'ai utilisé ça pour la Mauritanie, mais moi je... Ah non, je n'ai pas tiqué. Je reprends vos mots parce que c'est vous qui parlez du terme génocide. Absolument. Moi, j'ai mon avis qui est personnel à moi. Je pense que c'est un génocide. Les téléspectateurs n'ont pas besoin de mon avis, ils ont besoin de votre avis, de celui de votre parti. Ah bien, ils l'ont. Voilà. Moi, je pense que c'est un génocide, en tout cas concernant la Mauritanie. Après, concernant le Yémen, oui, il y a des crimes de guerre, si vous voulez. Mais en tout cas, on sait que là, c'est une guerre qui est menée de façon en tout cas qui conduit à une catastrophe. Qu'un pays comme la Mauritanie ferme les yeux, suive l'Arabie Saoudite juste parce qu'il y a des pétrodollars derrière, évidemment que c'est choquant. Mais ça n'empêche pas un pays de se soucier de la question du terrorisme et d'avoir des alliés. Pour moi, c'est deux aspects différents. Oui. On a compris votre avis. Nada va poser Alors, la question. on va revenir un peu sur le système judiciaire en Mauritanie. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous rappelle que le code pénal, par exemple, le code pénal en Mauritanie, s'inspire largement de la charia, de l'apostasie, l'interdiction de prier, l'adultère. Qu'est-ce que vous envisageriez en termes de justice en Mauritanie? Est-ce que vous le modifieriez ou vous gardez toujours le code pénal tel qu'il est? Et les femmes aussi ne sont pas autorisées de faire partie à la magistrature, je vous rappelle. Donc, à la magistrature. De rentrer dans la magistrature? Oui. Ça, vous me l'apprenez, hein, je vous le dis modestement. Est-ce que vous connaissez des femmes juges en Mauritanie? Il n'y en a pas. Non, statistiquement. À titre personnel, je ne connais pas, mais je ne sais pas si c'est une interdiction. Je ne sais pas. Alors là, je ne vous ferai pas le tort de vous dire que c'est faux parce que j'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que votre question, sur le principe général, je vous réponds que nous avons fait le choix d'être une république islamique. Ça va avec une autre logique, c'est celle, effectivement, de prendre le droit musulman comme droit prioritaire. Ceci, nous ne reviendrons pas là-dessus parce que c'est une république islamique que tout le monde accepte. Mais dans quelle mesure on peut garantir les libertés individuelles des citoyens? Ça, c'est la question de suite. Vous avez parfaitement raison de dire ça. Maintenant, à l'intérieur d'une république islamique, est-il possible d'aménager des espaces de liberté? Moi, je pense que oui. Et je confirme personnellement, c'est à titre personnel parce que je ne peux pas vous dire que c'est la position de mon parti parce qu'il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Mais à titre personnel, je pense que l'interprétation même de l'islam en Mauritanie pose problème, y compris dans la question, par exemple, de l'apostasie. Personnellement, je pense que la question de tuer quelqu'un parce qu'il a blasphémé, c'est une question qui n'est pas, pour moi, c'est pas coranique. Vous ne pouvez pas retrouver ça dans le Coran. Évidemment, il y a des écoles qui le défendent, donc il y a des choses, d'autant plus d'ailleurs qu'en Mauritanie, on n'a jamais tué quelqu'un pour ça. L'autre chose qui pose problème, c'est les prétextes qui sont choisis pour régler des comptes à des gens sur le plan islamique, pour d'autres raisons. Par exemple, le cas du jeune Mkhaytir, auquel j'imagine vous faites allusion. On sait très bien que si Mkhaytir s'est retrouvé là où il est, ce n'est pas parce qu'il a dit ce qu'il a dit. C'est juste parce qu'il a évoqué la question des inégalités. Après, il a fait des erreurs dans ce qu'il a dit du prophète. Il a dit un certain nombre de conneries qu'on peut, pardonnez-moi du mot, mais qu'on aurait pu rectifier, que les ulémas du pays pouvaient aisément lui remettre sous le nez. Par conséquent,
on a quand même fait une erreur parce qu'on a vu d'autres cas de blasphème, d'autres cas d'atteinte à l'islam qui n'ont pas été sanctionnés parce que c'était des gens de bonne famille, qui sont bien nés. Donc il y a une grosse hypocrisie autour de l'application de la charia en Mauritanie. Donc le code pénal aujourd'hui est appliqué à géométrie variable selon vous? Elle est appliquée, plus qu'appliquée à géométrie variable, elle est appliquée de façon tout à fait hypocrite et elle choisit les bonnes personnes à juger ou pas. Donc pour vous, la source de droit, que ce soit le droit pénal ou le droit civil, ce sera toujours le Coran, l'islam, la charia. Vous êtes bien d'accord là-dessus? À partir du moment où on est d'accord qu'on est dans une république islamique, le jour où on se dit... Mais dans une république islamique, c'est même constitutionnel. Absolument. Pour moi, ça coule de sens. Donc il faut s'inspirer du droit musulman. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que le droit musulman? C'est ça, qui légifère en islam? C'est un autre sujet. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va passer à un sujet sur lequel vous souhaitez revenir. Ça concerne les questions économiques, les propositions de votre parti. Jusqu'à présent, on reste un peu sur notre faim. On n'a pas les propositions. Il nous reste un peu de temps. En quelques minutes, pouvez-vous nous rappeler vos propositions? Pour moi, un pays comme la Mauritanie, comme d'ailleurs la plupart des pays en Afrique, faire une proposition économique pour un politique, c'est déjà de remettre en cause quelque chose de tout à fait fondamental. Aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quel Mauritanien, il vous dira la Mauritanie est un pays riche, riche en sous-sol, riche en ceci. Moi, je pense que ce n'est pas une richesse. Moi, je pense que ça ne fait pas d'un pays un pays riche, le fait d'avoir des ressources. Parce que quand vous avez du sous-sol, vous avez du pétrole, vous avez du fer, vous avez du gaz, et que vous n'avez même pas l'expertise pour l'exploiter, vous n'êtes pas riche. Vous avez des opportunités, vous avez un potentiel, mais vous n'êtes pas riche. Je ne dis pas ça par plaisir du langage, mais je dis ça parce que je pense que quelqu'un qui est appelé à gouverner la Mauritanie demain doit déjà changer cette vision-là. Doit se dire que nous sommes un pays pauvre. Et ce qui fait de nous un pays pauvre, c'est parce que nous n'avons pas les gens capables finalement de développer ce pays. C'est-à-dire que la ressource humaine nécessaire. Donc ça pose la question de la formation au développement déjà. Donc pour nous, tout acte politique en Mauritanie visant à améliorer la question économique doit d'abord être un acte qui vise à améliorer la question du système éducatif et de la formation des Mauritaniens à pouvoir demain gérer leur propre pays, gérer leur propre ressources. C'est une vision à long terme, d'accord? On reste sur la fin, sur notre fin. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi, dites-moi? Parce que là, moi, je vois pas de proposition concrète. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Mais vous nous parlez des richesses. Oui. Vous nous parlez des richesses de la Mauritanie. Effectivement, quand on dit qu'un pays est riche, c'est par rapport à l'indice de développement humain, c'est par rapport au PIB, c'est pas ce qu'il y a dans son sous-sol. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je ne vois pas de proposition concrète. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, en matière de santé, est-ce qu'on peut vous dire en matière de santé, on va faire telle chose? Mais je vous ai dit, alors, c'était un exemple. C'était un exemple. Je peux vous donner d'autres si vous voulez. Bon, on va pas polémiquer sur ce sujet. D'accord. J'ai une question. L'UPR a systématiquement remporté les élections en France. Est-ce que pour vous, c'est un échec personnel? Oui. Est-ce que... oui, c'est un échec. Et quelles sont les raisons, quel diagnostic? Alors, après, les explications, elles peuvent être diverses. Il y a le fait que nous sommes un parti qui, entre-temps, a faibli en France, c'est vrai. Il fut un temps où nous avions une section qui était une section extrêmement dynamique, où il y avait énormément de militants, où il y avait de l'animation politique à cette période-là. En 2009, par exemple, c'est vrai que nous n'étions pas sortis premiers, mais nous étions très bien positionnés après juste Messoud Bloukhir. Donc, nous avions fait un bon score. Si nous faisons aujourd'hui un score moins bon en France, c'est parce que tout simplement nous sommes moins bons en France, nous sommes moins implantés en France. Ça, c'est un fait personnel, ça ne dépend de rien d'autre. Il y a une situation particulière aussi qui fait qu'il y a l'arrivée de Biramda Abed, qui a beaucoup aujourd'hui de gens, de sympathisants parmi la communauté immigrée mauritanienne en France, donc qui a partagé un peu notre électorat aussi. Voilà. D'accord. Nada, une dernière question peut-être? J'aimerais juste revenir sur la question du capitalisme. Vous avez dit que c'est la condition. Je suis pas parfaitement d'accord parce qu'en économie, on peut pas, un parti ne peut pas dire on va appliquer une telle politique parce que tout dépend de la conjoncture. Et on sait aujourd'hui pour la croissance économique et le développement que le capital humain est la condition principale pour tout développement et croissance. Pour générer de la richesse et donc améliorer l'éducation et la santé. Donc d'abord il faut éradiquer dans le système éducatif, sinon on ne peut rien faire. Comme d'ailleurs en Afrique, le sous-développement est d'abord un sous-développement au niveau de l'éducation. Moi je pense que c'est au niveau de l'éducation d'abord que ça pêche. Évidemment, ça va vous mettre en impatience parce que vous allez dire en attendant qu'on forme des gens, il y a des gens qui meurent de faim. Ça n'empêche pas de faire du pansement après. Vous voyez, la question, traiter la maladie de fond n'empêche pas de faire des pansements entre-temps. Mais ce ne sera pas une vision politique à long terme, ce ne sera pas du développement.
Ce sera simplement de réparer des Dernière question aussi sur celle-là qu'on terminera cette émission. Biram Da Abeid, est-ce que vous allez faire une alliance avec lui? Que pensez-vous de lui? Rapidement, s'il vous plaît. Non, mais je ne sais pas, puisque je vous dis que nous avons lancé l'idée de faire une alliance avec les gens de l'opposition. Si Biram se sent de l'opposition, peut-être qu'il répondra à notre appel et que nous verrons dans quelles conditions nous pouvons travailler ensemble. Bokar Oumar Ba, merci d'être notre invité. C'est sur ce point que s'achève cette émission. Nous serons très heureux de vous retrouver pour un prochain numéro de Regard d'ailleurs. Au revoir. Merci. Merci.